Bienvenue dans ce cours de génétique moléculaire et de génétique humaine. Ce cours comprend deux parties. Une première partie où il sera question de quelques éléments de génétique moléculaire et une deuxième partie relative à la génétique humaine. Nous allons commencer par la première partie et nous allons suivre le plan suivant. Nous allons donc dans un premier chapitre parler des bases moléculaires des mutations géniques. Nous allons définir ce que c'est qu'une mutation génique. Ensuite, on va rappeler la structure et la fonction du gène. Puis, on va parler des différents types de mutations géniques, en particulier la substitution, l'insertion et la délétion, et les mutations instables. Dans le deuxième chapitre, nous parlerons des éléments transposables, leur définition, leur classification et les mutations provoquées par ces éléments transposables. Donc, premier chapitre, les bases moléculaires des mutations géniques. De manière globale, la mutation est une modification rare et soudaine du matériel génétique. Elle est rare car sa fréquence est faible. Chez l'homme, par exemple, cette fréquence est de 10-6 par gène et par génération, en dehors de l'influence des agents mutagènes qui, eux, augmentent le taux de mutation. Elle est soudaine car elle se produit brusquement en une génération. Autrement dit, elle ne se produit pas progressivement. Cette modification ou mutation peut avoir lieu soit à l'échelle chromosomique, c'est ce qu'on appelle les macrolésions du génome, elles touchent le chromosome. Ce sont des variations de grande taille, visibles au microscope et qui peuvent être révélées par les techniques de la cytogénétique classique, le karyotype, ou par la cytogénétique moléculaire. À l'échelle génique, ce sont les microlésions du génome, ce sont des variations au niveau du gène, qui ne sont pas visibles au microscope et qui peuvent être révélées par les techniques de la biologie moléculaire. On les appelle aussi des mutations ponctuelles ou alléliques et on peut les définir de cette manière. Ce sont donc des mutations qui vont créer un allèle mutant d'un gène en modifiant un ou quelques nucléotides et parfois plus. Alors, il est très important de faire la distinction entre deux types de mutations, ce qu'on appelle les mutations germinales et les mutations somatiques. Quand une mutation touche une cellule germinale, elle est dite mutation germinale. Elle est prézygotique, c'est-à-dire elle a lieu dans les cellules germinales, c'est-à-dire les gamètes, et donc elle a lieu avant la formation du zygote. Et elle est héréditaire parce qu'elle touche justement les gamètes et elle va se retrouver chez le zygote et par conséquent chez toutes les cellules de l'individu. Et elle va se transmettre selon les lois de l'hérédité. Une mutation est dite somatique quand elle touche les cellules somatiques, elle est post-zygotique, c'est-à-dire elle a lieu après la formation du zygote et elle n'est pas héréditaire dans la plupart des cas parce qu'elle va toucher les cellules somatiques. Dans certaines situations, elle peut devenir héréditaire parce qu'elle va toucher les cellules germinales. Afin de mieux comprendre, on va regarder le schéma suivant. Dans ce schéma, on observe l'union de deux gamètes, le gamète mâle et le gamète femelle. C'est la fécondation qui va donner naissance à une première cellule, œuf, qu'on appelle le zygote. Et ce zygote va être à l'origine de toutes les cellules de l'individu, de l'organisme, par des mitoses successives au cours de ce qu'on appelle le développement cellulaire.
Alors une mitose, c'est quoi? Une mitose, c'est une multiplication cellulaire qui conduit à la formation de deux cellules identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Donc, on part d'une cellule œuf, qui est le zygote, et on aboutit à toutes les cellules de l'organisme, dont la lignée germinale et la lignée somatique. Donc, la lignée germinale qui est à l'origine des gamètes et la lignée somatique qui est à l'origine de toutes les cellules somatiques de l'organisme. Alors maintenant, quand on a une mutation germinale, elle va avoir lieu dans l'un des deux gamètes, soit le gamète mâle, soit le gamète femelle. Si elle a lieu dans l'un des deux gamètes, elle va se retrouver chez le zygote, la première cellule, et donc le zygote. Puis par conséquent, elle va se retrouver chez toutes les cellules de l'organisme. La lignée germinale et la lignée somatique, et elle sera donc héréditaire, elle se transmettra selon les lois de l'hérédité. Bon, maintenant, quand on a une mutation somatique, on a les deux gamètes qui n'ont pas de mutation. On a une cellule œuf où il n'y a aucune mutation. Et on a les mitoses successives qui vont avoir lieu. À un certain moment du développement embryonnaire, ici par exemple, on a une mutation dans une cellule. Et toutes les cellules qui vont dériver de cette cellule mutée vont être à leur tour mutées. Les autres cellules n'auront pas de mutation. Alors, conséquence, on obtient à la fin du développement embryonnaire un individu qui va avoir un mélange de cellules non mutées et de cellules mutées qu'on va appeler un individu mosaïque. Comme on peut le voir sur cette diapo, donc ici vous avez l'union du gamète mâle et du gamète femelle, le zygote, tout se passe normalement et pendant le développement embryonnaire vous avez une modification génétique, c'est-à-dire une mutation qui a lieu à ce niveau-là. Et toutes les cellules dérivant de cette cellule mutée seront à leur tour mutées. Conséquence, on a un individu qui porte en lui deux ou plusieurs lignées cellulaires. L'ensemble des cellules mutées qui ont le même génotype ou qui dérivent d'une cellule mutée sera appelé clone cellulaire. Un autre point important à comprendre, c'est que le nombre de cellules affectées par la mutation dépend du moment où a lieu la mutation. Plus la mutation somatique se fait tôt dans le développement cellulaire, plus elle concerne un nombre important de cellules. Alors on peut le voir ici. Ici, c'est le début du développement cellulaire et ici, ça sera la fin du développement cellulaire. Alors, dans ce schéma-là, on va voir que la mutation somatique a lieu tard dans le développement cellulaire et on regarde, si on voit bien, on a très peu de cellules qui sont mutées. Tandis qu'ici, vous avez une mutation qui a lieu très tôt dans le développement cellulaire et le nombre de cellules affectées par la mutation sera très grand. Alors concrètement, on peut observer ici deux exemples de mutations somatiques. Ici, c'est une pomme qui normalement a une couleur qui est jaune et on a ici donc une mutation somatique
qui a lieu au milieu du développement cellulaire et qui donne donc une couleur rouge. Bon, ici, par exemple, c'est un oiseau qui d'habitude est tout rouge et qui a des taches blanches qui sont dues à une mutation somatique, probablement un peu tardivement dans le développement embryonnaire. Alors pareil ici, c'est une diapositive qui montre l'ampleur des zones touchées par la mutation en fonction du stade du développement. Donc ici, l'oiseau est tout noir, c'est sa couleur. Ici, on a quelques taches qui témoignent donc d'une mutation qui a lieu assez tardivement dans le développement embryonnaire. Et ici, on observe donc un oiseau qui est tout blanc parce que la mutation sans doute a lieu très tôt dans le développement embryonnaire. Alors, on passe ensuite au rappel de la structure et de la fonction du gène. Alors, très simplement, le gène est une séquence d'ADN contenant une information génétique. Cette information génétique sera transcrite en ARN messager, c'est ce qu'on appelle la transcription, puis elle sera traduite en protéines. Et c'est par l'intermédiaire de cette protéine que va s'exercer l'information contenue dans l'ADN. À remarquer que certains gènes vont coder seulement des ARN fonctionnels qui ne sont pas traduits en protéines, comme l'ARN ribosomal ou l'ARN de transfert. Le gène, on voit ici, est formé d'une suite d'exons et d'introns. Il est formé aussi d'un site d'initiation de la transcription, d'un site de fin de transcription et de deux régions non traduites, l'une en 5' et l'autre en 3'. Alors les exons, ici, ce sont les régions codantes du gène qui sont transcrites et conservées dans l'ARN messager pour être traduites en protéines. Donc on le voit bien ici, les exons, on les retrouve ici dans le transcrit primaire, puis on les retrouve dans l'ARN messager mature. Les introns sont des régions non codantes qui sont transcrites dans un premier temps. On les retrouve dans le transcrit primaire, mais qui vont être coupées lors de l'épissage et on ne va pas les retrouver dans l'ARN messager mature. Ils ne sont donc pas traduits en protéines.